Alors, merci Valentine d'avoir introduit cette notion. Je vais essayer de parler dans le micro. Concernant donc l'autonomie communale, il faut savoir que les communes ne peuvent pas non plus faire tout ce qu'elles veulent comme elles le veulent. Elles sont soumises à un pouvoir de tutelle qui est exercé par qui? Par le gouvernement bruxellois et qui va analyser les actes administratifs des communes. Alors il faut savoir que la tutelle a connu pas mal d'évolutions sur toutes ces années, depuis la création notamment de la région de Bruxelles-Capitale. Au départ, les communes devaient envoyer quasiment tous leurs actes à la tutelle au fil du temps, et on en parlera juste après. Il y a des listes d'actes qui ont été établies. Et donc au départ, comment s'exerce la tutelle, donc le contrôle de la région sur les communes? Vous avez d'une part, la région va contrôler, en tout cas quand vous envoyez les actes, donc les communes doivent envoyer les actes à la région. Elle va vérifier que la légalité, donc la loi a bien été respectée. Et donc là, je fais référence directement à ce que Valentine vous a exposé juste avant. Donc la région va vérifier si, par exemple, un règlement ou un acte est conforme à la loi et donc à la hiérarchie des normes supérieures et en même temps, effectivement, aux principes généraux du droit. Et d'une part, donc il y a d'une part le respect de la loi et d'autre part le respect de l'intérêt général. Donc là, c'est plutôt un contrôle d'opportunité. Alors vous avez ici, bon, on va exposer les deux principes, enfin ou les deux tutelles principales qui s'exercent au niveau de la région. Vous avez d'une part des actes qui sont soumis à tutelle générale et vous avez aussi une tutelle d'approbation. Alors, vous avez une série d'ordonnances et d'arrêtés qui stipulent les actes qui sont soumis à la tutelle d'approbation, donc qui sont listés dans un arrêté. Donc c'est par exemple, vous avez le budget communal, le budget des régies communales et leurs modifications, les comptes communaux, les comptes et les états des recettes et des dépenses des régies communales et le compte de fin de gestion de receveur local ou de l'agence spéciale. La tutelle d'approbation est soumise dans ce cas-là à un délai de 40 jours et pour le budget, c'est 80 jours, enfin 40 jours pour le budget et 80 jours pour les comptes. Et vous avez aussi une autre ordonnance conjointe qui a été prise en 2017 au niveau de la région de Bruxelles-Capitale et de la COCOM relative à la transparence des rémunérations et des avantages des mandataires bruxellois en début de conseil communal, en début de législature, et vous avez déjà certainement connu ça, rencontré dans vos communes depuis votre élection et depuis votre installation. Chaque conseil communal doit prendre en début de législature une décision générale qui fixe le montant des rémunérations des conseils communaux, qui détermine aussi les avantages de toute nature qui sont octroyés, les frais de représentation, les outils de travail, etc. C'est une décision qui a dû être prise par chaque conseil communal en début de législature. Il y a une ordonnance spécifique qui vise ces aspects-là. Donc, en dehors des textes légaux qui régissent la tutelle, il s'agit également d'un acte qui est soumis à tutelle d'approbation. Et donc, les autres actes sont soumis à la tutelle générale, donc ceux qui sont non visés par la tutelle d'approbation. Alors là, au fil du temps aussi, les délais ont été modifiés. Au départ, la tutelle portait... donc, vous aviez un délai de 40 jours. Donc, vous envoyez... concrètement, vous envoyez... donc, la commune envoie les actes à la région. Et vous avez un délai qui commence à courir à partir du jour 1, au moment où la tutelle reçoit l'acte. Auparavant, tous les délais... à part les budgets, les comptes, étaient de 40 jours. Au fil du temps, le délai a été réduit à 30 jours. Et alors, pour la petite anecdote, à l'époque, à la tutelle, donc on apportait encore en papier tous les actes, et vous aviez une grosse machine avec des trous. Vous passiez les documents dans cette machine, et vous aviez la date qui perforait tous les actes que vous déposiez à la tutelle, et donc vous receviez un récépissé avec ces trous, donc on appelait ça les fameux trous qui revenaient de la tutelle. Alors forcément, avec les années, les moyens technologiques ont quand même un peu évolué. Il y a eu des logiciels qui ont été mis en place,
notamment peut-être dans certaines communes, enfin dans la plupart des communes, bon, et vous avez déjà certainement eu l'occasion de voir comment ça fonctionne, vous avez le fameux logiciel BOSS qui nous permet maintenant d'envoyer également les actes à la région par ce biais-là et qui fait courir le délai. Si ce n'est que dernièrement, et c'était vraiment, allez, je trouvais c'était assez comique, vous savez, bon, évidemment que au niveau de chaque commune, après les élections, il a fallu déposer un acte de présentation du bourgmestre. La plupart du temps, ce sont les secrétaires communaux eux-mêmes qui sont allés amener l'acte de présentation du bourgmestre à la tutelle. Donc moi, personnellement, dès que j'ai reçu l'acte de présentation signé, je me suis rendue à la tutelle, on a dû fixer un rendez-vous, etc. Je suis arrivée et je me suis présentée à l'indicateur. Et pour cet acte-là, eh bien, ils avaient encore leur vieille, ils l'ont gardé, ils avaient leur vieil appareil, la trou-trouteuse. D'ailleurs, ça a fait le tour, tout le monde dit, t'as vu, ils avaient encore leur appareil avec leur trou. Et on était tous contents de revenir avec le document, l'accusé réception, avec les trous, qui prouvaient qu'on avait bien été déposé l'acte ce jour-là. Et donc, la date est imprimée dans le dossier. Donc, bon, malgré le côté un peu moderne, de temps en temps, on revient un petit peu à l'ancienne. Donc c'est vraiment ce jour-là, à partir de ce jour-là, que commence à compter le délai. Et donc la tutelle doit effectivement rendre sa décision en disant le délai. Alors, les conséquences, donc la différence entre la tutelle générale et la tutelle d'approbation. Alors, la tutelle générale, en fait, les actes qui sont soumis à tutelle générale sont exécutoires immédiatement. Il ne faut pas attendre, en fait, la fin du délai de tutelle pour pouvoir les exécuter. Alors, effectivement, parfois, la prudence recommande d'attendre quand même la fin du délai, parce que si la tutelle était amenée à annuler l'acte de la commune, ça peut parfois avoir des conséquences. Donc, dans certains cas, on préfère parfois quand même attendre la fin du délai de tutelle, mais donc, en principe, l'acte est exécutoire directement. La tutelle a la possibilité de suspendre l'acte ou d'annuler l'acte dans le cadre de la tutelle générale. Alors, s'il est suspendu, la commune a la possibilité de maintenir, en le justifiant, l'acte ou bien de le retirer. Et donc, vous avez parfois, et forcément, dans le cadre de votre mandat, vous verrez parfois passer effectivement des actes avec maintien, donc après suspension de la tutelle, on reviendra évidemment devant l'organe qui a pris la décision et là il y aura une décision soit de maintenir l'acte malgré tout, soit éventuellement de le retirer. Alors vous avez aussi, donc au niveau du conseil communal en tout cas, tous les actes, donc la tutelle a connaissance en tout cas de tous les actes, soit ils sont envoyés in extenso, c'est ce qu'on appelle l'envoi in extenso, donc tous les actes cités dans un arrêté doivent être obligatoirement envoyés à la tutelle. Il s'agit par exemple, je vous donne quelques exemples, le cadre du personnel, les règlements qui fixent les conditions de recrutement de promotion, le statut pécuniaire, le règlement d'ordre intérieur du conseil communal. C'est un acte qui doit être envoyé in extenso à la tutelle. L'acquisition de droits réels immobiliers, par exemple la création ou l'adhésion à une ASBL ou à une régie communale autonome, les décisions de maintien, et ça j'en parlerai après, des actes qui ont été suspendus par le vice-gouverneur. Et il y en a encore toute une série d'autres qui doivent être envoyés obligatoirement à la tutelle. Les autres actes qui ne doivent pas être envoyés in extenso à la tutelle sont repris sous forme d'une liste. Donc, cette liste est également envoyée à la tutelle et la tutelle peut, donc elle vérifie cette liste et donc elle a 20 jours pour statuer sur cette liste et à un moment donné, elle va informer la commune, mais voilà, tous les actes qui étaient repris sur cette liste peuvent sortir, enfin, de toute façon, ils étaient déjà exécutoires, mais ne relèvent pas d'une mesure de tutelle, ou alors la commune a la possibilité de réclamer l'envoi d'un de ces actes qui est repris sur cette liste, parce qu'elle estime nécessaire de quand même effectuer une tutelle ou un contrôle sur l'acte qu'elle demande. Et évidemment, il arrive parfois que des erreurs se produisent et qu'un acte qui devait être envoyé in extenso se retrouve par erreur sur la liste. Là, la tutelle va d'office évidemment le réclamer, et là, vous avez le délai, en fait, va seulement commencer à courir une fois que l'acte est envoyé à la tutelle. Alors, au niveau de la tutelle d'approbation, évidemment, l'acte ne sortira ses effets qu'à partir du moment où la tutelle a pris sa décision ou si le délai a expiré. Parce qu'effectivement, la tutelle, donc la région, si elle veut
annuler ou non approuver l'acte, elle doit le faire évidemment en déant le délai. Donc on laisse toujours un petit peu une marge à l'expiration du délai, ou parfois la tutelle notifie qu'ils ont laissé expirer le délai. Mais donc là, il y a interdiction d'exécuter l'acte avant l'expiration du délai. Voilà. Alors, je vous parlais du vice-gouverneur. Donc, c'est le fonctionnaire qui est chargé de veiller au respect de la législation linguistique. Il a la possibilité de suspendre l'acte et la tutelle d'annulation par la suite sera exercée par la région. Donc, lui va, par exemple, donc c'est tout ce qui respecte, enfin, c'est tout ce qui a trait à la législation linguistique, donc au niveau, par exemple, de l'engagement ou de la désignation de fonctionnaires, au niveau du bilinguisme. Et des examens, je dirais, de linguistique qui doivent être effectués auprès du CELOR. Et le vice-gouverneur examine également les plaintes relatives au non-respect de la législation. Par exemple, une commune a l'obligation de publier ses avis, ses avis ou ses communications de façon bilingue, de la même façon que l'affichage, par exemple, en rue pour indiquer des lieux publics, etc. Si nous, par exemple, on a une fois eu le cas, on a eu reçu, il y a eu une plainte d'un habitant qui avait constaté qu'un appel public, par exemple, avait été fait uniquement en français et pas dans les deux langues. Et donc le vice-gouverneur nous a sommé de rectifier le tir et d'effectuer la publication dans les deux langues. Mais par exemple, par rapport à toutes les désignations des fonctionnaires, le vice-gouverneur, lui, va examiner si la législation linguistique est respectée, et donc la commune doit lui envoyer tous les actes dans ce cadre-là. Si le vice-gouverneur suspend l'acte, la commune sera dans l'obligation de réexaminer l'acte et éventuellement de le maintenir. Donc ne soyez pas étonnés si effectivement au fil des séances, vous voyez revenir suspension, souvent vous avez la désignation de telle personne, suspension, maintien, c'est parce qu'on a reçu une suspension du vice-gouverneur et la commune est amenée à éventuellement maintenir et justifier l'acte. Alors ici, on va passer on est toujours dans la première partie. Voilà, donc on passe au chapitre d'autonomie communale et de la bonne gouvernance et l'organisation et le rôle des mandataires. Donc je vais vous expliquer en résumé un petit peu le fonctionnement et l'organisation d'une commune, donc, qui s'appuie évidemment sur deux piliers. Vous avez évidemment d'un côté le côté politique et puis vous avez le côté administration et je vais vous détailler. Voilà. Au départ, l'organisation, je dirais, de la commune. Alors, comme Valentine le soulignait tout à l'heure, le livre de chevet, en fait, qu'il faut avoir, c'est la loi communale, évidemment, qui décrit, évidemment, les organes, le fonctionnement des organes, jusqu'à l'organisation des séances, les votes, etc. Et donc, vous avez 3 organes dans une commune. Donc, c'est le conseil communal, dont vous faites partie, le collège des bourgmestres et échevins et le bourgmestre. Alors le conseil communal, c'est un petit peu l'organe législatif de la commune. C'est lui qui établit le budget, les comptes, les contrats, tout ce qui est d'intérêt communal, les règlements communaux, le règlement d'ordre intérieur évidemment du conseil communal, les ordonnances de police communale. Alors par exemple, si je peux vous donner, évidemment tous les règlements qui concernent le statut du personnel, donc tout ce qui est règlement, convention, etc., est de la compétence du conseil communal. Et pour vous donner un exemple un peu plus concret au niveau des ordonnances de police communale, notamment par exemple le règlement général de police, donc chaque commune a fait voter à un moment donné un règlement général de police et il faut savoir qu'il y a tout un travail qui a été effectué maintenant au niveau de la région de Bruxelles-Capitale, dans les 19 communes, vous avez un règlement général de police qui est commun aux 19 communes. Bien, en fait, c'est une ordonnance du Conseil qui établit toute une série d'obligations et évidemment sont corrélées les infractions avec l'imposition d'amendes administratives. Donc quand vous entendez parler
d'amendes administratives. Les amendes administratives ont été stipulées par le Conseil communal dans le règlement général de police qu'elle établit. Donc le Conseil communal peut, donc, dans le cadre de ces règlements, infliger, enfin, en tout cas prévoir, pas infliger, mais prévoir des amendes administratives. Alors le collège exécute les textes légaux et ce qui lui est spécifiquement attribué par la loi. Donc, en fait, la loi communale décrit effectivement les attributions des différents organes. Donc, elle administre les établissements communaux, elle veille à la gestion des revenus, des dépenses, elle surveille les comptes, elle a la gestion du personnel, les travaux communaux. Elle peut faire des ordonnances temporaires de police concernant la circulation routière. C'est par exemple, chaque année, il y a une journée sans voiture. Donc, toutes les communes sont amenées, par le biais de leur collège, à prendre une ordonnance de police temporaire, puisque dans ce cadre-là, on ferme les rues à la circulation. Et donc, c'est de la compétence du collège. Alors, le ou la bourgmestre a des compétences qui lui sont attribuées par la loi. Il ou elle est le premier à agir en cas d'urgence. Il a différentes compétences qui se retrouvent également dans la loi communale. Donc, il faut savoir que les communes sont chargées de veiller à la sûreté, la salubrité, la tranquillité, la propreté publique. Et le bourgmestre a des compétences, évidemment, dans ce cadre-là. Donc déjà, il est chargé aussi d'exécuter les lois supérieures, mais il est amené à pouvoir prendre des mesures de police dans ce cadre-là. On vise ici, donc, il y a plusieurs articles dans la loi communale qui lui octroient des pouvoirs, donc notamment le droit de réquisition des immeubles abandonnés. Donc c'est l'article, par exemple, 134 bis. Vous ne le retiendrez pas, mais c'est à partir des articles 134, vous aurez les pouvoirs du bourgmestre. Il a la possibilité de fermer certains établissements. Donc, par exemple, si un établissement ne respecte pas ses conditions d'exploiter, il aura la possibilité de fermer l'établissement. Il a également la possibilité de prendre des mesures de police par rapport à des établissements lorsque, par exemple, l'ordre public est troublé par des faits qui surviennent à l'intérieur de l'établissement. Admettons qu'il y a des plaintes dans le quartier, la police est amenée régulièrement à établir des constats ou des PV parce que vous avez des troubles, des risques du tapage nocturne à l'intérieur d'un établissement, mais qui vont jusqu'à troubler l'ordre public à l'extérieur de l'établissement. Le bourgmestre peut être amené à prendre une mesure de fermeture de l'établissement sur cette base-là. Alors, il faut savoir que normalement, les ordonnances de police, donc ce qui est vraiment réglementaire, et Valentine l'a expliqué un petit peu, elle l'a expliqué tout à l'heure, donc ce sont des mesures de nature réglementaire et applicables à une majorité de personnes et qui ne visent pas une situation particulière et individuelle. Les ordonnances de police sont normalement de la compétence du conseil communal. Donc toutes les ordonnances de police sont amenées à être prises par les conseils communaux en conseil communal. Le bourgmestre a cependant une possibilité de prendre une ordonnance de police, c'est l'article 134 de la loi communale, dans le cas précis où il y a par exemple des émeutes, des attroupements, des atteintes graves à la tranquillité publique, et lorsque le moindre danger peut occasionner, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages aux habitants. Donc dans ce cadre-là, et vu l'urgence, le bourgmestre peut être amené à prendre une ordonnance de police qui doit être confirmée par le conseil communal. Dans tous les autres cas, donc dans le cas où le bourgmestre peut prendre des mesures de police individuelles, et je vais vous donner encore quelques exemples, le conseil communal a le droit d'être informé de la façon dont le bourgmestre exerce ses pouvoirs de police, et généralement, les arrêtés de police sont portés à la connaissance du conseil communal. Et le bourgmestre peut effectivement expliquer la situation, ou peut être amené à expliquer dans quel cadre et dans quel contexte il a été amené à prendre une mesure. Le bourgmestre peut également prendre des arrêtés d'interdiction de lieu. Dans certains cas, par exemple, ça peut être des mesures individuelles ou collectives par rapport à un groupe de personnes qui ont occasionné des troubles à l'ordre public, par exemple dans un quartier, dans un certain périmètre. Le bourgmestre peut être amené, alors il y a des conditions à respecter, je ne vais pas rentrer dans le détail du détail ici, mais il faut savoir que le bourgmestre peut être amené à prendre une mesure de police à l'encontre d'une ou plusieurs personnes pour leur interdire de pénétrer dans un périmètre précis. La mesure sera valable pendant 1 mois et peut être renouvelée 2 fois
effectivement, et doit être confirmée par le collège des bourgmestres et échevins après avoir entendu et permis aux personnes d'être entendues. Le bourgmestre peut également prendre toute mesure de police visant à protéger la sécurité. Par exemple, vous avez un immeuble qui menace ruine. Eh bien, le bourgmestre peut être amené à prendre des mesures de police pour protéger les habitants. Il pourrait même, dans certains cas, être amené à prononcer la démolition. Alors, quelque chose qui avait fait grand bruit à l'époque, mais c'était dans les années 90, chez nous à Etterbeek, mais notre bourgmestre a été amené à démolir une église. L'église, donc, c'était l'histoire de l'église Sainte-Gertrude. Peut-être que peu connaissent l'histoire, mais et ça, c'est événement, une mesure de police un petit peu spectaculaire malgré tout. Dans l'urgence et après avoir pris avis auprès d'experts, etc., l'église était en train de s'effondrer et allait s'effondrer sur les habitations avoisinantes. Et le bourgmestre a été amené à prendre une mesure de police et il a fait procéder à la démolition de l'église. Donc ça peut aller jusque-là. Et donc la responsabilité, évidemment, est énorme, évidemment, dans ce cadre-là. Donc il ne faut pas sous-estimer, effectivement, les dispositions. Et effectivement, en cas d'urgence, c'est toujours le bourgmestre, évidemment, qui est appelé sur place quand il y a un incendie, je veux dire, le bourgmestre, évidemment, est la personne la première concernée dans le plan d'urgence communal. Et donc voilà. Et donc en fait, il agit évidemment dans ce cadre-là en tant qu'organe de la commune. Alors les réunions. Alors, les réunions du collège des bourgmestres échevins et du conseil communal. Donc, au niveau du collège, il n'y a pas de fréquence qui est imposée par la loi communale. C'est aussi souvent que la prompte expédition des affaires l'exige. C'est comme ça que c'est stipulé. Mais en général, dans toutes les communes, c'est une fois par semaine. Alors, normalement, si vous avez un règlement d'ordre intérieur, mais le règlement d'ordre intérieur du collège va fixer le jour, mais il peut très bien aussi décider, effectivement, d'organiser des séances extraordinaires ou de convoquer le collège chaque semaine. Mais en général, effectivement, au niveau du collège, il décide, voilà, la réunion est par exemple tous les mercredis ou tous les lundis ou tous les jeudis et c'est à jour fixe et à heure fixe, sauf si effectivement, à un moment donné, il y a urgence, auquel cas le bourgmestre peut convoquer effectivement le collège. Le conseil communal, lui, se réunit minimum 10 fois par an, donc il faut au minimum 10 séances par an, et aussi souvent que nécessaire, aussi un tiers des membres le demande. Alors parfois, il arrive qu'on réunisse un conseil communal sur un point précis, par exemple le budget ou en matière disciplinaire. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler, de faire un petit mot sur notamment le budget et la note d'orientation politique et le plan triennal. Ici, justement, toutes les communes sont concernées forcément. Ici, en début de législature, vous avez 2 moments clés lors desquels le conseil communal, lorsqu'il adopte le budget, doit en même temps adopter un plan triennal. C'est-à-dire que le plan va être valable pour 3 ans. Ce sont les perspectives budgétaires sur ces 3 ans qui s'accompagnent d'une note d'orientation politique qui annonce toutes les politiques que l'on souhaite mettre en place pendant ces 3 premières années. Et à mi-législature, le même exercice doit être reproduit. J'avais omis d'en parler tout à l'heure. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc en principe, vous avez des séances ordinaires au niveau du collège et des séances extraordinaires, normalement en principe avec 2 jours francs pour la convocation, mais effectivement, en général, on agit aussi avec souplesse et si vraiment il y a une urgence, en général au niveau du collège, voilà, il arrive effectivement que le collège soit amené à se réunir de façon urgente pour parfois même entendre un membre du personnel ou parce qu'il faut prendre une décision urgente. Alors le conseil communal, lui, est convoqué 7 jours francs avant. Vous avez et donc c'est le collège des bourgmestres échevins qui arrête l'ordre du jour et l'ordre du jour est envoyé avec tous les documents 7 jours francs avant. Et bon, attendez. Si c'est ici. On en parle un petit peu plus loin, mais normalement, en principe, si le quorum n'est pas atteint à 2 reprises,
la troisième convocation peut être faite 2 jours avant. Il y a aussi des exceptions en cas d'urgence, mais donc, par exemple, si votre conseil communal est le lundi, avec les 7 jours francs, vous tombez le dimanche précédent, mais on enverra à ce moment-là la convocation le vendredi. Donc, il faut toujours évidemment regarder au niveau pratique. Voilà. Et donc, normalement, la convocation du conseil communal se fait soit par le collège des bourgmestres échevins, ou par le ou la présidente, si un ou une présidente ont été désignés par le conseil communal. Alors, en général, ça se fait à domicile. Le communal prévoit toujours que la convocation se fait à domicile par porteur, à domicile ou par courrier électronique. Il faut évidemment aussi, à chaque fois, vous verrez qu'on vous renvoie chaque fois au règlement d'ordre intérieur, parce qu'il y a évidemment la manière de fonctionner peut être précisée évidemment dans le règlement d'ordre intérieur, qui lui aussi est pris en début de législature. Donc forcément, il y a déjà un règlement d'ordre intérieur normalement qui existe, mais dernièrement, il y a eu pas mal de modifications législatives qui obligent en fait le conseil communal à revoir son règlement d'ordre intérieur. Donc normalement, c'est un travail qui va être effectué ici dans toutes les communes en début de législature. Et donc c'est également le règlement d'ordre intérieur qui va préciser ce que la loi communale ne précise pas. Alors, les points de l'ordre du jour doivent être libellés avec suffisamment de clarté, et ce qui vous est envoyé aussi, ce sont tous les projets de délibération de chaque point de l'ordre du jour. Donc, il ne faut pas se méprendre. En fait, quand vous recevez les délibérations, ce n'est pas parce que la délibération est déjà prise, c'est ce qui vous est proposé à ce moment-là et qui va être soumis à discussion au niveau du conseil communal. Alors, la séance du conseil communal, vous savez, tous pour avoir déjà participé à un conseil communal, que vous avez évidemment une séance publique et un huis clos. Alors, le principe général, c'est de privilégier évidemment la séance publique par transparence. Et donc, les points qui sont soumis à la séance à huis clos sont vraiment limités. Il s'agit en général de questions de personnes. Alors, auparavant, les questions de personnes étaient interprétées de façon très large. Dès qu'on citait le nom de quelqu'un, tous les points étaient mis à huis clos, mais en fait, ce n'était pas du tout cette volonté-là. Et donc, à un moment donné, la tutelle a même été amenée à repréciser les directives à suivre dans ce cadre-là. Donc, normalement, en principe, la majorité des points sont mis en séance publique, sauf s'il est vraiment question de personnel. Ce sont principalement tous les dossiers qui concernent le personnel. Dans ces cas-là, forcément, les points sont repris à huis clos, mais aussi lorsque le point pourrait être amené à porter préjudice à une personne, par exemple lors d'un contentieux, etc. Donc, ces points-là seront mis en huis clos. Alors, évidemment, avec le Covid, on a été amené à instaurer des séances virtuelles. Maintenant, la loi prévoit que c'est uniquement en cas de force majeure rendant impossible ou dangereux la tenue de la séance. C'est uniquement dans ce cas-là que la séance sera virtuelle. Alors, si elle est en partie virtuelle et en partie présentielle, elle sera d'office considérée comme étant virtuelle. Alors, le quorum de présence, il faut évidemment qu'il y ait une majorité de membres qui soient présents. Si le président du CPS n'est pas membre du conseil communal, il en fera partie avec voix consultative. Et donc, comme on le disait précédemment, si le quorum n'est pas atteint 2 fois de suite, alors la 3e séance se tiendra, peu importe le quorum atteint. Alors, à l'ordre du jour, donc une fois que le collège a adopté l'ordre du jour, en principe, il ne peut pas en principe ajouter de points à l'ordre du jour, sauf déclaration d'urgence par les 2 tiers des membres. Donc, vous recevez 7 jours avant l'ordre du jour, avec tous les points qui figurent. Il est possible qu'à un moment donné, la semaine qui suit, que le collège se retrouve confronté à une urgence. Et ça arrive parfois. Je donne un exemple, et c'est parfois les pouvoirs subsidiants envoient à la commune la semaine précédente, le conseil communal, une convention pour pouvoir obtenir un subside, en nous disant il faut l'avoir signé dans la semaine ou dans les 15 jours. Mais évidemment, cet envoi ne tient pas compte des formalités administratives et des délais auxquels les communes sont confrontées. Dans ce cas-là, le collège réceptionnant cette convention
va l'amener en urgence au conseil communal, va motiver l'urgence en disant voilà, nous venons de recevoir la convention, si nous ne la passons pas maintenant au conseil communal et si nous ne signons pas la convention, nous risquons de perdre le subside. Mais voilà, c'est une raison évidemment suffisante pour pouvoir ajouter le point à l'ordre du jour, mais il n'empêche qu'en début de séance, le président de séance va évidemment soumettre au vote des conseillers communaux les points qui sont ajoutés en urgence. Et là, il faut évidemment recueillir la majorité des 2/3 pour pouvoir ajouter simplement les points à l'ordre du jour. Donc avant qu'ils ne soient abordés sur le fond, il faut d'abord être d'accord de les ajouter à l'ordre du jour. Alors, en général, comment se déroule une séance du conseil communal? Donc, ça varie évidemment aussi d'une commune à l'autre, et là, il faut faire référence au règlement d'ordre intérieur. En général, le conseil communal décide aussi de fixer des commissions préparatoires pour pouvoir, et ça permet évidemment aux conseillers communaux de pouvoir poser toutes des questions techniques et d'éviter de devoir les poser en séance du conseil communal. Et il arrive même parfois, donc, il y a des communes où vous aurez par exemple une commission par membre du collège selon ses compétences, et c'est le conseil communal qui va décider du nombre de commissions, de sa composition, du nombre de membres, etc. Il y a des communes où il n'y a par exemple que 2 types de commissions. En fait, ça varie vraiment d'une commune à l'autre. C'est l'autonomie communale. Donc chaque commune et chaque conseil communal décide de son organisation. Et donc c'est le règlement d'ordre intérieur qui va préciser le nombre des commissions. Alors il y a certaines communes, dans certaines communes, il y a des commissions chaque mois. D'autres vont décider de tenir les commissions seulement en fonction, je dirais, de la nécessité. S'il n'y a pas de point qui nécessite vraiment de grandes explications techniques, on va peut-être juger inutile de tenir une commission. Par contre, souvent, forcément, en ce qui concerne le budget, par exemple, là, en général, toutes les communes prévoient des commissions et parfois même des commissions réunies. En tout cas, chez nous à Etterbeek, on a ce qu'on appelle les commissions réunies, mais ce sont toutes les commissions qui se réunissent et donc tous les conseillers, de toute façon, sont d'office invités à toutes les commissions. Mais à ce moment-là, si vous voulez, c'est un peu un conseil communal réuni en une seule fois. Là, évidemment, il n'y a pas de quorum et ça se tient à huis clos, mais c'est vraiment pour pouvoir poser toutes les questions techniques. Et les questions politiques, alors, seront débattues en conseil communal, mais en principe, on a déjà, à ce moment-là, répondu aux questions plus techniques qui pourraient se poser. C'est le cas aussi, par exemple, vous avez tout un nouveau règlement qui nécessite vraiment des explications. On va tenir une commission pour préparer l'examen de ce règlement, mais parfois il arrive aussi que l'on convoque une commission, par exemple pour présenter un service. Nous, on a déjà tenu des commissions pour présenter par exemple le service de prévention ou pour faire un exposé sur les pensions des fonctionnaires avec ETIAS par exemple. Donc il arrive effectivement dans ce cas-là qu'on convoque une commission. Alors, en début de séance du conseil communal, si jamais il y a l'examen d'un dossier disciplinaire, c'est-à-dire qu'un membre du personnel fait l'objet d'un rapport disciplinaire et est amené à être entendu au niveau du conseil communal, la séance disciplinaire se tient toujours en début de séance du conseil, avant la séance publique. Donc ce sera une séance à huis clos, mais donc elle se tiendra avant la séance publique du conseil. Lorsqu'il y a des interpellations citoyennes, elles se tiennent toujours en début de séance. Et puis, vous avez donc le premier point en général qui suit, c'est l'approbation du PV de la séance précédente. Puis, on examine tous les points qui sont mis à l'ordre du jour. Et en fin de séance publique, vous aurez les réponses aux questions et aux interpellations. Et puis, alors, on passe à la séance à huis clos. Alors, comment se passe le vote au conseil communal? Alors, bon, chaque conseil a un petit peu aussi sa façon de faire, donc je vous renvoie de nouveau au règlement d'ordre intérieur de votre commune. En général, le scrutin public se fait à main levée, par voie électronique. Certaines communes ont la chance d'avoir un système électronique. Ça peut se faire par groupe. On peut le faire aussi de façon nominale, donc on passe personne. Donc,
en début de séance, en général, le président de la séance va tirer un numéro au sort et il y a un conseil communal qui va être amené à voter le premier. Et donc, c'est le conseil communal qui sort du chapeau à ce moment-là va pouvoir donner son vote en premier lieu. Et puis après, on suit dans la liste et le président, dans ces cas-là, vote en dernier lieu. Et donc, c'est à la majorité absolue des suffrages. Donc, c'est la moitié plus un ou un demi, selon que le nombre est pair ou impair. Mais on ne tient pas compte des votes nuls et des abstentions. Donc, dans l'exemple qui est donné ici à l'écran, vous avez 43, par exemple, 43 conseillers ou conseillères. Vous avez un quorum de minimum 22 votants. Par exemple, vous avez 12 abstentions, 6 oui et 4 non. Eh bien, la proposition sera acceptée malgré le fait que vous n'avez finalement que 6 oui. Mais comme vous avez une majorité qui l'emporte sur les 4 non, les 12 abstentions dans ce cas-là, ne comptent pas. Et en cas de partage, la proposition est rejetée. Alors, vous avez donc en général donc le scrutin se fait de façon publique et donc la loi communale vise aussi tous les cas où le scrutin se fait de façon secrète. Attention, il ne faut pas confondre le scrutin secret et le huis clos. Donc vous pouvez avoir des points qui sont soumis au vote en séance publique, mais qui se feront à scrutin secret, c'est-à-dire avec des bulletins de vote. Donc dans ce cadre-là, vous allez recevoir des bulletins de vote sur lesquels vous allez exprimer votre vote. Il y a un dépouillement qui est effectué et dont le résultat est remis au président. Et le président annoncera le résultat du vote, mais dans ce cas-là, on ne sait pas qui a voté pour ou contre. Donc le vote est secret. C'est par exemple la présentation des candidats à des postes de désignation de membres du personnel. Alors auparavant, l'élection des échevins se faisait effectivement sur bulletin de vote. Le scrutin était secret pour l'élection des échevins. C'est la première fois cette année-ci, donc avec cette nouvelle législature, que le scrutin pour l'élection des échevins s'est fait de façon publique. Donc c'était une modification de la loi qui est intervenue pour le début de cette législature-ci. Donc comme je vous le disais, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service, les mesures disciplinaires, toutes ces décisions-là se font au scrutin secret. Et donc également à huis clos, vous avez, pendant le huis clos, vous aurez des points qui seront soumis au vote public. Par exemple, une convention, voilà, par exemple, au niveau de la régie foncière, par exemple, mais bon, toutes les nominations aux emplois, etc., se feront au scrutin secret, mais en plus à huis clos. Mais il ne faut vraiment pas confondre scrutin secret et huis clos. Vous pouvez avoir du scrutin secret en séance publique. Alors, comment pouvez-vous intervenir au niveau du conseil, enfin, dans le cadre de votre mandat, que pouvez-vous faire et quels sont vos moyens d'action en tant que conseiller ou conseillère? Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, le collège des bourgmestres échevins arrête l'ordre du jour. Il peut éventuellement apporter des points en urgence. Mais donc, vous avez la possibilité d'amener un point qui n'est pas à l'ordre du jour initial ou proposer une motion d'intérêt communal qui est à déposer 5 jours francs avant la séance. Donc, vous avez vraiment un délai à respecter, mais qui est plus court que le délai de 7 jours francs lequel vous deviez recevoir la convocation. Donc, en général, par exemple, le conseil communal est le lundi, vous aurez jusqu'au mardi minuit donc de la semaine précédente pour déposer votre point. Et donc, bon, il arrive parfois qu'effectivement, il n'est pas rare qu'on reçoive certains points à 23h59. Donc, juste avant la deadline, mais effectivement, après, effectivement, vous n'êtes plus dans les délais. Donc, vous devez vraiment veiller à respecter ce délai pour que le point puisse être ajouté à l'ordre du jour. Alors, vous avez également la possibilité d'interpeller le collège sur la manière dont le collège exerce ses compétences. Le même délai de 5 jours francs est à respecter. Et je vous dirais que, voilà, en pratique, et surtout si votre interpellation porte sur, je dirais, de nombreuses questions et nécessite même un travail de recherche pour pouvoir avoir des réponses, moi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas nécessairement... Enfin,
voilà, la loi prévoit évidemment 5 jours francs et vous avez le droit évidemment de ne pas interpeller le collège avec un délai beaucoup plus long, mais si effectivement votre interpellation porte sur un sujet difficile où le collège devra où vous attendez en tout cas des réponses plus fouillées de la part du collège, il est souvent recommandé quand même de déposer votre interpellation plus tôt, parce qu'au plus tôt vous déposerez votre interpellation, meilleures seront les réponses qui seront apportées, parce qu'il faut savoir que bien souvent, dans ce cadre-là, il faut aussi alors se retourner vers les services communaux qui finalement ont très peu de jours pour pouvoir rassembler les éléments qui permettront aux membres du collège de répondre. Mais bon, là, c'est plutôt le côté pratique et je dirais le côté de l'administration, mais voilà. Mais effectivement, la loi prévoit 5 jours francs pour déposer les interpellations. Et donc, vous avez également la possibilité d'émettre des questions orales. Donc là, le délai est plus court. Il est de 2 jours francs. Alors là, dans ce cadre-là, souvent, il faut aussi renvoyer évidemment au règlement d'ordre intérieur pour les modalités concernant la possibilité de poser des questions orales. Dans ce cadre-là, souvent, il y a absence de débat, il n'y a pas d'intervention, d'intervention d'autres conseillers, etc. Il faut savoir qu'une question orale ne peut pas remplacer une interpellation. Il ne s'agit pas de se dire je vais au lieu d'interpeller les 5 jours francs avant, par le biais d'une question orale, j'essaie d'interpeller le collège, mais en respectant que 2 jours francs. Enfin, je veux dire, il faut vraiment pouvoir faire la différence entre une interpellation et une question orale. Et vous avez évidemment la possibilité aussi de poser des questions écrites qui peuvent être transmises à tout moment sur les points inscrits à l'ordre du jour. Et vous avez aussi la possibilité de demander des informations techniques sur les dossiers repris à l'ordre du jour. Et comme on le disait aussi, il y a la possibilité de convoquer un conseil communal si un tiers des membres le demande. Alors, ce n'est pas repris sur les slides, mais vous avez aussi la possibilité, et là, il n'y a pas de délai, vous avez la possibilité de poser des questions d'actualité. Elles peuvent même encore être amenées directement au conseil communal. Par exemple, je ne sais pas moi, il y a un événement grave qui s'est passé sur la commune. Vous avez à ce moment-là la possibilité de poser des questions d'actualité. Alors, quels sont vos droits ? L'article 84 de la loi communale vise le droit de regard, qui stipule qu'aucun acte, aucune pièce concernant l'administration ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Vous avez la possibilité d'accéder aux documents administratifs, mais attention, ce droit n'est pas absolu, évidemment. Donc, c'est évidemment pour les documents d'intérêt communal, mais en dehors des notes préparatoires du personnel, des agents, du bourgmestre qui sont en voie d'élaboration. Vous ne pourriez pas demander, je dirais, une note préparatoire qui n'a pas encore été adoptée, par exemple par le collège ou qui se retrouve en tout cas dans les réflexions, dans les études qui ne sont pas encore finalisées. Ça ne concerne évidemment pas non plus les registres d'état civil, par exemple de population, casier judiciaire. Donc évidemment, ça ne vous permet pas de pouvoir demander, je dirais en tout cas ce qui relève, en tout cas des missions que la commune est amenée à effectuer dans le cadre de ses pouvoirs subordonnés, et donc notamment la tenue des registres d'état civil. Alors vous avez aussi des règles qui visent aussi les listes des électeurs, etc. Mais donc ça, c'était au moment des élections. Donc voilà, vous avez un accès aux documents administratifs, mais qui n'est quand même pas absolu. Alors vous avez la possibilité de demander une visite des établissements communaux. Dans ce cadre-là, voilà, c'est une visite purement informative, c'est pour vous montrer quels sont tous les établissements, tous les bâtiments communaux, mais donc cette possibilité-là existe aussi. Et puis, comme on l'avait dit, il y a la possibilité de poser des questions écrites au collège qui sont à transmettre au secrétariat communal, et donc en principe, le collège répond dans le mois à ces questions-là. Et donc, je vous renvoie aussi, évidemment, au règlement d'ordre intérieur pour les modalités pratiques. Donc, en général, voilà, ça varie d'une commune à l'autre, mais
certains ont dit, ben voilà, vous devez transmettre votre demande au secrétaire communal, qui le transmettra à tel fonctionnaire, on va l'organiser de telle ou telle façon. Voilà, ça varie aussi évidemment un petit peu d'une commune à l'autre, même si on va souvent retrouver quand même un peu la même manière de fonctionner, mais voilà, il y a quand même parfois des petites variantes, je dirais, d'ordre pratique. Alors, on a parlé des droits, mais il y a évidemment aussi des devoirs. Alors, vous avez l'obligation de respecter votre secret professionnel qui est puni pénalement, et vous avez évidemment un devoir de réserve aussi allez, je dirais observer. Bon, vous avez quand même accès évidemment à des documents et à au contenu de certains dossiers, et donc, par exemple, même en matière disciplinaire, vous ne pourriez pas évidemment allez, vous en ouvrir et raconter évidemment à tout un chacun ce qui se passe évidemment, ou le contenu d'un dossier dans ce cadre-là. Donc vous avez quand même un secret professionnel et un devoir de réserve à observer. Alors les conflits d'intérêts, on en faisait mention dans un des slides précédents, donc c'est l'article 92 de la loi communale, et donc qui vous enfin, vous devez en fait déclarer un éventuel conflit d'intérêts. Donc c'est vous-même qui devez savoir que vous êtes éventuellement concerné par un point qui passe, par exemple, au conseil communal, et qui par exemple, pour un marché public, par exemple, vous êtes vous-même entrepreneur et il y a un marché public qui vous concerne, ou soit vous avez un intérêt direct, soit personnel, ou quelqu'un de votre famille. Et donc, tout ça, c'est détaillé dans la loi communale. Dans certains cas, c'est jusqu'au 4e degré. Dans d'autres cas, c'est jusqu'au 2e degré, par exemple, pour la nomination de membres du personnel. Mais donc, vous ne pouvez pas être présent à la délibération sur des objets auxquels vous avez un intérêt direct, soit personnellement. Par exemple, vous avez une ASBL et on octroie un subside ou une question de marché public, ou de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droit, marché public pour la commune. Il s'agit aussi, par exemple, si vous exercez la profession d'avocat, vous ne pourriez pas être avocat de la commune pour ses propres affaires. Alors, vous ne pouvez pas non plus assister à l'examen des comptes des administrations subordonnées à la commune dont vous seriez membre, sauf s'il s'agit évidemment du CPS. Et vous ne pouvez pas non plus intervenir comme conseil d'un membre du personnel en matière disciplinaire. Donc, dans ce cas-là, vous avez l'interdiction de siéger lors de ce point, de participer à la délibération. Dans ce cas-là, vous devez sortir de la séance. Et donc, on l'actera évidemment aussi au PV, forcément vous êtes sorti pour ce point-là. Mais donc, c'est vous qui devez effectivement, évidemment, vous manifester et dire que vous avez un conflit d'intérêt sur ce point-là. Alors, tout acte toute délibération du conseil communal est un acte administratif qui est soumis à la loi sur la motivation formelle, et vous avez évidemment une structure avec des vues, des considérants, donc toute la motivation est reprise évidemment dans la délibération, et puis vous avez évidemment à la fin évidemment la décision, et donc toute la structure de cette délibération va invoquer les motifs de droit et les motifs factuels sur lesquels se base la décision. Donc c'est une obligation qui s'impose évidemment aux communes, et donc forcément au conseil communal quand il prend ses délibérations. Alors, normalement, donc pour rappel, tous les actes qui sont soumis au conseil communal sont bilingues, donc sont en français et en néerlandais, sauf quand il s'agit de matière unique communautaire. Par exemple, vous avez des délibérations qui vont concerner l'enseignement francophone, par exemple, ou un règlement de pilotage, par exemple, d'une école francophone, mais évidemment, il sera établi uniquement en français et pas dans les deux langues. La délibération, elle, par contre, sera établie de façon bilingue, mais pas la convention, le règlement qui suit. Et donc, normalement, en principe, les délibérations sont disponibles dans les deux langues au moment de l'envoi de la convocation, et ces actes, évidemment, sont soumis, comme je vous le disais tout à l'heure, ceux qui vous est envoyés, ce sont des projets de délibération qui sont évidemment soumis à discussion lors de la séance. Donc, des amendements peuvent être amenés à porter
par le collège de bourgmestre Eschevin, parce qu'il arrive parfois que le collège, finalement, revoie sa délibération et apporte des amendements, mais vous avez évidemment la possibilité de déposer des amendements, même encore en séance, et donc, dans ce cadre-là, voilà, il va y avoir une discussion au sujet du contenu de la délibération. Si vous déposez un amendement, il y aura un vote d'abord sur l'amendement, et puis sur... et donc, et forcément, en fonction du résultat du vote, l'amendement sera adopté ou refusé. Et puis, il y aura un vote global sur le texte amendé. Mais donc, vous avez évidemment la possibilité de déposer, soit avant la séance, soit même encore au moment de la séance, des propositions d'amendement, des points qui vous sont soumis. Et donc, toutes les annexes qui sont mentionnées dans la délibération font partie intégrante de la délibération. Par exemple, c'est une convention de subside, un cahier spécial des charges, des plans, des actes authentiques. Alors, dans la mesure du possible, moi, ce que j'aime bien, alors, c'est pas toujours possible pour des cahiers de charges, c'est pas possible, évidemment, de l'inclure dans la délibération. Mais moi, je trouve que par sécurité juridique, quand il s'agit d'approuver une convention, moi, je veille en tout cas à ce que, dans la mesure du possible, la convention fasse partie intégrante, mais déjà dans le corps du texte. Donc vous avez la motivation de la délibération qui va amener à la décision, et la convention sera reprise dans la délibération de telle manière que lorsque on extrait l'acte du conseil communal, la convention fera déjà partie intégrante de la délibération et il ne sera pas renvoyé à une annexe. Je trouve qu'au niveau de la sécurité juridique, c'est quand même mieux, mais voilà, c'est pas toujours faisable et pas toujours possible. Tout dépend aussi de la longueur du document. Voilà. Alors, le procès-verbal et le registre du conseil. Donc, le PV est assuré, donc la retranscription est assurée par la secrétaire communale avec l'aide en général du secrétariat communal, et donc reprend le texte complet des décisions, donc les fameuses délibérations avec les motivations et tous les considérants. La suite réservée s'il y avait une absence de décision, par exemple le point est reporté à une séance ultérieure. L'accomplissement des formes légales, donc on indique dans le PV les membres qui étaient présents, si le scrutin était secret, le huis clos, donc vous avez évidemment la séance publique puis le huis clos, et donc la manière dont le vote s'est déroulé. Si le vote était public, on indiquera le nom des conseillers communaux, enfin le résultat du vote avec le nom des conseillers communaux. Donc tout ça est repris dans le PV. Donc ça c'est effectivement ce qui est prévu par la loi. Et donc ensuite le registre, en fait c'est le document qui est relié et signé par le secrétaire et le président ou la présidente de séance. Et nous conservons évidemment les registres du conseil du collège de façon éternelle. Ce sont les archives de la commune. Donc il faut savoir que depuis la création des communes, mais toutes les communes en principe disposent des archives et disposent de tous les registres des conseils communaux et des collèges. Bon, exception faite dans certains cas, enfin il y a eu parfois, je dirais au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais normalement, en principe, toutes les communes disposent des registres des conseils communaux et des collèges de Bourgmestre Eschevin depuis leur création. Et donc forcément, comme je le disais précédemment, le PV de la séance vous est soumis à la séance suivante. Alors, il faut savoir, et donc c'est parfois souvent aussi une question qui est posée, il n'y a pas de compte-rendu analytique obligatoire. Donc, normalement, en principe, on n'est pas censé reproduire in extenso tous les débats et toutes les discussions qui ont eu lieu au conseil communal. La seule obligation qu'on ait, c'est ce sont les mentions légales, donc au niveau du scrutin secret, enfin, au niveau du résultat du vote, les présences, etc. Par contre, en général, et bon, là aussi, le règlement d'ordre intérieur du conseil communal le précisera, on mentionne en général, malgré tout, les justifications des abstentions, voire éventuellement la justification d'un vote négatif, et évidemment les seuls échanges qui sont repris en général dans les, je dirais au minimum, dans les PV, c'est le contenu de l'interpellation qui serait déposé par un conseil communal et la réponse qui est apportée. Donc ça normalement, ça figure effectivement dans le PV, mais indépendamment de ça, à côté de ça, il n'y a pas de compte-rendu analytique obligatoire qui reprendrait tous les débats de chaque point et de chaque discussion de chaque point. Alors, ici, je vous ai brossé un rapide
un rapide résumé des organes qui régissent en fait la commune et qui prennent évidemment l'orientation des décisions, qui prennent les décisions donc par toutes les décisions selon leurs compétences, soit du conseil, soit du collège, et puis le bourgmestre dans le cadre de ses compétences propres. Mais on va passer maintenant au fonctionnement de la commune au niveau de l'administration. Ce sera évidemment aussi un résumé. Donc, là où le secrétaire communal est un des deux grades légaux avec le receveur, il ou elle est chef de l'administration et du personnel communal, et en général, c'est souvent votre point de contact pour des questions et pour toute une série voilà, avec le secrétariat communal, évidemment, vous allez déposer vos interpellations, vous allez poser des questions, etc. Alors, le secrétaire communal est obligatoirement présent à toutes les réunions du conseil et du collège. Donc, c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas tenir une réunion du conseil ou du collège sans secrétaire communal, puisque c'est lui qui va acter, évidemment, les décisions et qui est garant je dirais de la rédaction, en tout cas, du PV de ces organes. Il dispense des conseils juridiques et administratifs lors de l'examen des points. Il prépare et exécute, notamment au sein du comité de direction, j'en donnerai un petit mot ensuite, les axes politiques fondamentaux compris dans la note d'orientation politique, puisque forcément, à un moment donné, dans le cadre de la note d'orientation politique qui accompagne en fait le plan triennal dont je vous parlais tout à l'heure, en début de législature, on va reprendre les grands axes et va reprendre la politique que la commune compte mener. Et donc, dans ce cadre-là, il doit veiller avec les services à préparer et exécuter les décisions qui sont prises par le conseil communal. Admettons, voilà, en conseil, vous votez un règlement, et bien évidemment, l'administration va ensuite devoir publier, faire afficher le règlement et veiller à son exécution. Par exemple, même un règlement taxe qui serait adopté, après vous allez avoir le service des taxes qui va veiller évidemment à son exécution, à faire enrôler, évidemment, ça passe au collège, mais à faire enrôler les redevables sur base du règlement tel qu'il a été adopté. Donc l'administration est là évidemment pour exécuter toutes les décisions qui sont prises et pour préparer aussi évidemment les points qui sont soumis aux organes communaux. Alors le secrétaire communal préside le comité de direction et dirige et coordonne les services et assure la mise sur pied et le suivi du système de contrôle interne. Alors, le comité de direction, donc, il est obligatoirement composé du secrétaire communal, éventuellement du secrétaire communal adjoint. Maintenant, il y a la possibilité, évidemment, pour toutes les communes d'en désigner un, du receveur communal, de la gestionnaire ou du gestionnaire des ressources humaines, qui était également obligatoire, et des responsables des différents services. Donc, il faut savoir que le comité de direction est censé représenter l'ensemble des services de l'administration. Alors, il y a évidemment tout un travail qui doit être effectué dans ce cadre-là et toutes les communes ne sont pas encore, organisées complètement de la même façon. Donc vous avez évidemment un organigramme qui est préparé notamment en comité de direction et puis adopté par le collège et bourgmestre et Chefin, qui va évidemment organiser la structure de l'administration. Sur base de cet organigramme, en principe, les responsables de services de département vont être représentés au niveau du comité de direction. Mais voilà, il y a encore pas mal, en tout cas certaines communes dans lesquelles les comités de direction ne représentent pas encore totalement l'administration. Et donc, voilà, il y a un travail à effectuer dans ce cadre-là pour tendre le plus possible vers cette représentation. En tout cas, par défaut, au final, le secrétaire communal, lui, est censé évidemment représenter les différents services communaux, mais voilà. Et donc, le comité de direction, quel est son but et pourquoi est-ce que le comité de direction a été créé? Le comité de direction va assister évidemment la secrétaire communale dans sa mission de coordination des services, parce que le secrétaire communal tout seul, il ne peut rien faire. Je veux dire, il a besoin de ses services, il a besoin de ses responsables de services pour mettre en œuvre évidemment les décisions en fait qui ont été prises par le conseil et le collège notamment. Il doit évidemment faire répercuter ces décisions-là dans les différents services et les faire exécuter, et il doit pouvoir être assisté et s'appuyer sur
les responsables de service et notamment les membres du comité de direction. Le comité de direction, évidemment, va veiller à une mise en œuvre transversale des décisions du conseil du collège, parce qu'évidemment, vous avez, bien sûr, indépendamment des compétences qui seraient réparties au sein, notamment du collège, des bourgmestres fins, vous avez évidemment parfois des matières qui vont, aller, je veux dire, des décisions ou des dossiers, évidemment, qui sont parfois... qui impactent plusieurs services, et chaque service va avoir évidemment une partie de la décision à exécuter. Je pense par exemple voilà, au niveau des terrasses. Dans chaque commune, par exemple, il y a un règlement qui va régir la façon dont les établissements, cafés, etc. peuvent mettre en place des terrasses. Vous aurez évidemment l'urbanisme qui devra intervenir si un permis d'urbanisme doit être délivré. Vous aurez éventuellement le service des travaux qui va veiller au contrôle, enfin tout dépend de l'organisation de la commune, mais qui pourrait éventuellement être amené à mettre en place le contrôle. Vous aurez, s'il y a un règlement de taxes sur les terrasses, le service des taxes ou le service des finances qui va avoir la partie qui va devoir s'occuper de l'enrôlement des taxes. Voilà, parfois sur un même règlement, vous pouvez avoir évidemment plusieurs services qui sont concernés évidemment par le sujet, par les décisions, et donc forcément dans ce cadre-là, il faut veiller évidemment à ce que tous ces services soient coordonnés et ne partent pas dans des directions différentes et ne se contredisent pas. Donc voilà, il faut vraiment veiller aussi à maintenir une cohésion et une coordination. Et donc le comité de direction aussi émet un avis sur les projets de cadre et d'organigramme élaborés par le ou la secrétaire communale. Et donc il est là aussi évidemment en soutien au secrétaire communal. Il peut aussi faire œuvre de proposition. Dans d'autres cas, effectivement, parfois le collège demande au comité de direction de se saisir d'un sujet. Et donc, voilà, je pense que il y a, je pense dans les sessions suivantes, ça va être, je pense, expliqué encore de façon un petit peu plus concrète. Alors, le receveur communal, c'est le conseiller financier budgétaire de la commune. Il a différentes missions qui sont soit énumérées dans la loi communale, soit qui lui sont déléguées par le collège. Alors, il faut savoir que le receveur est responsable, et c'est sous sa responsabilité, et il est responsable de la comptabilité communale, de la perception des recettes. Donc, il doit veiller évidemment à récupérer ce qui doit revenir à la commune. Il doit effectuer le paiement des dépenses. Il gère la trésorerie, il dispense aussi des conseils sur les questions financières. Et puis, le collège peut, donc sous l'autorité du collège, voilà, il établit le budget, les rémunérations, les taxes communales, le cadastre. Donc, voilà, c'est le trésorier quelque part de la commune, mais donc il doit d'une part veiller évidemment, notamment lors de l'établissement du budget, à prévoir toutes les dépenses obligatoires, etc. Mais il doit aussi, par la suite, veiller à percevoir les recettes et notamment effectuer les dépenses. Mais donc, il faut savoir que le receveur, évidemment, est responsable. Et donc, par le passé, voilà, il fallait déposer un cautionnement ou prendre une assurance. Donc, c'était sur ses propres, il était responsable sur ses propres deniers. Et voilà, je crois que... Je pense que j'en ai fini. Voilà, j'étais plus vite que prévu. J'étais plus vite que prévu.